Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France, émission spéciale innovation aujourd'hui, puisque notre dossier dans un instant sera consacré aux nouveaux moyens de paiement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine-là. Nous parlons notamment des monnaies virtuelles, du Bitcoin ou encore de la blockchain. On va tout vous expliquer. Autre innovation, le programme de fidélité nouvelle génération, ou comment faire pour que les utilisateurs d'une appli de marque l'utilisent le plus possible. Là aussi, il y a beaucoup de nouveautés à vous présenter. Enfin, comme chaque semaine, nous retrouverons le médiateur des entreprises, confronté aujourd'hui à un problème entre une entreprise informatique, son donneur d'ordre et son client final. Un dossier complexe, mais qui a trouvé une solution. Bienvenue dans le Business Club de France, numéro 383. Il faut bien le dire, jusqu'à présent, pratiquement seule la fameuse carte bancaire était régulièrement utilisée pour payer les achats. Les chèques vont disparaître, ça c'est une certitude. La carte bleue est de plus en plus utilisée, même pour de petits montants aujourd'hui. En plus, il y a des lecteurs de carte bleue qui fleurissent partout, de petits appareils connectés au téléphone mobile. Alors du coup, le coup de la panne du lecteur de carte, ça ne marche plus. Les choses évoluent. On se demande d'ailleurs ce que font les banques qui semblent d'apparence un peu larguées. En tout cas, aujourd'hui, les Google, Apple ou encore Orange proposent des solutions de paiement, voire même lancent une nouvelle banque, nouvelle génération. C'est le cas notamment d'Orange. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce domaine? Pour en parler, deux spécialistes. Jean-Yves Rossi, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le président fondateur de Canton Consulting. D'abord, un petit mot sur Canton Consulting. Qu'est-ce que vous faites? Canton Consulting a été créé en 2009. C'est une société de conseil qui regroupe un peu toutes les compétences qui sont nécessaires pour assurer le succès des innovations dans le domaine des paiements, des services de paiement. Donc, on fait du conseil. On a accompagné la création de nouveaux acteurs, les établissements de paiement, qu'ils soient en France ou dans d'autres pays. On fait de la formation parce que c'est un métier de plus en plus nouveau. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus, ça ne se limite pas aux banques. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui se positionnent. Donc on va le voir dans cette émission. Donc, il faut apprendre ce qu'est le paiement. Et puis, on fait de la recherche parce que on a le statut de jeune entreprise innovante depuis l'origine. On est devenu membre du World Wide Web Consortium. On a une des 400 membres au monde de ce consortium qui normalise les contenus du web. Et donc, beaucoup de recherche sur un domaine dans lequel, avec les monnaies virtuelles, avec les questions de sécurité et de fraude, il y a énormément à faire. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Je sais que vous faites un travail aussi sur le consommateur lui-même et la technologie, savoir comment lui se l'approprie ou se l'approprie pas d'ailleurs. Hein, et on va en parler tout à l'heure. Absolument. Parce que c'est intéressant. C'est bien beau de mettre de nouvelles technologies, mais si on les utilise pas, ça sert pas à grand chose. Je voudrais saluer Jacques Favier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur et secrétaire du Cercle du Coin. Qu'est-ce que c'est précisément? Oui, le Cercle du Coin est une association francophone. Ça veut dire qu'elle dépasse largement les frontières de l'Hexagone, puisque sur nos 44 membres, nous en avons en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, également à Hong Kong ou à San Francisco. C'est une association de production et d'échange d'idées. Et nos membres, qu'ils soient des jeunes entreprises ou des chercheurs, des développeurs, des animateurs de blogs ou de meet-up, travaillent tant sur les sujets centraux de la monnaie et du paiement que sur des expériences d'implémentation les plus diverses de ces technologies d'échange décentralisé que le Bitcoin a mis sur orbite. Alors on dit le cercle du coin, non pas le cercle du coin. On dit l'un ou l'autre ou l'un et l'autre, puisque le mot coin ou coin est un vieux mot français. Voilà. Alors justement, pour nos auditeurs, on va commencer, si vous le voulez bien, par bien expliquer, pour qu'on cadre bien le débat de ce dossier spécial. Petite piqûre de rappel. Le Bitcoin, vous pouvez nous le présenter une nouvelle fois ? Même si on connaît le mot, on n'arrive pas encore vraiment à le cerner. Alors je vais recourir aux écritures canoniques. Le Bitcoin est un système de monnaie électronique entièrement en pair à pair, permettant d'effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers vers un autre, sans passer par des institutions financières. Voilà. Alors on essaiera de voir tout à l'heure comment est-ce qu'on les achète, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Vous avez utilisé le terme également de blockchain. On en parle beaucoup actuellement. Peut-être aussi un petit peu de cadrage, un petit peu de pédagogie. Oui, la blockchain ou chaîne de blocs, c'est un mot qui désigne la façon dont les écritures sont validées dans une transaction en Bitcoin, puisque ces écritures sont validées non pas individuellement mais réunies par bloc, et que chaque bloc ainsi validé se trouve chaîné cryptographiquement au bloc précédent, de sorte que comme dans un livre, vous êtes sûr que la page 625 est bien la page 625 parce qu'elle est reliée aux 624 précédentes. Voilà. À partir de là, le mot blockchain a un peu servi à désigner Bitcoin sans Bitcoin,
pour tous les gens qui effrayaient ou qui voulaient nous effrayer au sujet du mot Bitcoin. Ouais. Alors, ce qui veut dire aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs monnaies virtuelles de ce type, mais le Bitcoin, du fait d'être, est-ce que je peux dire, associé à une blockchain, a plus de chances de rassurer déjà ses utilisateurs et puis peut-être de s'installer. Je dirais pas ça comme ça. Chaque monnaie virtuelle de cette génération après 2009 est liée à une blockchain. Le problème est de savoir comment fonctionne cette blockchain. Alors, on va pas rentrer dans des distinctions techniques, mais il y a des blockchains qui sont plus ou moins sécurisées. Et puis, tout bêtement, il y en a qui ont plus ou moins grand nombre de participants. Vous savez très bien que dans les monnaies réelles, vous avez des monnaies qui sont acceptées partout dans le monde, comme le dollar, et d'autres de petits pays qui ne sont guère acceptés au-delà de leurs frontières. Dans le monde des monnaies virtuelles, il faut dire les choses clairement, le Bitcoin représente, grossièrement parlant, 90% du mouvement. Oui, donc c'est un début et c'est quelque chose qui s'installe. Deux petites questions encore, et après on va parler de technologie, et évidemment j'arrive aussi, vous pouvez prendre la parole. Comment puis-je avoir des Bitcoins? Je les achète où et combien? Jacques Favier ou Jean-Yves Rossi, je sais pas. Tous les moyens sont bons. Vous allez à des petites machines dans lesquelles vous glissez des billets de banque et qui vous délivrent des portefeuilles ou qui envoient des bitcoins à votre adresse. Vous allez à la maison du bitcoin à Paris, qui est membre de notre cercle, et on vous vend des bitcoins. Et puis après, si vous voulez en avoir un pour spéculer sur le fait qu'il vaudra 1 million un jour, vous en restez là. Si vous voulez faire du trading sur les monnaies virtuelles, vous ouvrez un compte sur une plateforme. Ça ressemble à n'importe quelle plateforme sur laquelle vous joueriez sur le Forex, et vous achetez, vous vendez des bitcoins. Il est à combien? À 500 et quelques euros, c'est ça? Ah là, ça bouge tous les jours. Là, oui, voilà, il vient de Cette connaître. émission est enregistrée en plus, donc ça peut bouger entre temps. Alors là, c'est risqué. Il a fortement bougé. Il est aujourd'hui au-delà des 500 euros. Ouais. Ils sont dématérialisés. Ça veut dire que je peux faire que des achats de manière dématérialisée, donc uniquement des achats en ligne, pas ailleurs, si? Non, vous avez des interfaces. Moi, je peux parfaitement vous emmener au café et payer le café en bitcoin. Ni vous, ni le commerçant ne le saura. Cela dit, ça n'a pas grand intérêt. Et vous avez parfaitement raison. Le bitcoin est fondamentalement fait pour payer en ligne ou pour payer dans le cyberespace, puisqu'il est la monnaie du cyberespace. Dernier point. Sans faire trop de technique. On focalise sur le bitcoin. D'ailleurs, on voit généralement les articles illustrés par des images de synthèse qui représentent une espèce de pièce de monnaie. Ça n'a vraiment aucun sens. En fait, pour acheter des bitcoins, ce qui compte, c'est d'ouvrir un compte. À ce compte va être associée une clé cryptologique qui va vous identifier de manière unique. Et c'est effectivement à partir de cette clé cryptologique que vous allez signer toutes les transactions, celles par lesquelles vous allez acheter des bitcoins et celles par lesquelles vous allez envoyer des bitcoins. Mais fondamentalement, là, c'est l'un des éléments géniaux de cette construction qu'est le bitcoin. Et si on veut avoir une idée de ce qu'est la mesure de ce génie, ce n'est pas tous les jours que quelques pages noir et blanc publiées sur Internet fabriquent des milliards de dollars en quelques années de valeur. C'est que précisément, tout est centré sur la transaction. Le blockchain, c'est le registre des transactions. Et le système cryptologique est fait de telle sorte que, en fait, quand vous avez un fichier informatique, vous pouvez le copier. Donc, votre bitcoin, vous pourriez le copier et l'utiliser plusieurs fois. Eh bien, la blockchain, c'est un système qui vérifie que vous ne l'avez pas utilisé plusieurs fois. Si vous l'utilisez plusieurs fois, le système va annuler vos transactions. Espèce de système biodégradable. Donc, pour rentrer dans l'univers bitcoin, on rentre dans un univers de transactions et on commence, pour cela, à créer un compte. Et après, il y a tout un tas d'interfaces qui vont permettre d'interagir avec ce registre de transactions. Vous venez de répondre à ma question, parce que j'avais un petit peu peur, finalement, qu'on fasse tourner, passez-moi l'expression, mais la planche à billets virtuelle. Et là, grâce à la blockchain, on peut éviter ce genre de choses. Absolument. Et je reviens sur la métaphore assez récurrente de la pièce d'or. Elle est plus idéologique que physique. Bien sûr, le bitcoin est entièrement dématérialisé et vous ne le tiendrez pas dans la main pour faire sauter les crêpes à la Chandeleur. Mais il a la rareté et le caractère non dégradable de la pièce d'or. La valeur de l'or vient de ce qu'il est toujours de l'or et qui ne se dégrade pas, qui ne s'oxyde pas. Un bitcoin voudra toujours un bitcoin parce qu'il est construit pour cela. Jean-Yves aussi. Oui, je reviens sur la planche à billets. Ça se réfère à ce qu'on a appris à l'école, les assignats, les grandes faillites, les banques centrales qui font de l'inflation. De manière plus contemporaine, tous les débats sur l'autonomie des banques centrales, le contrôle, que les déficits publics, etc. Bien. Le petit bout initial de théorie économique, c'est que la monnaie est une créance sur l'économie. Et qu'il faut faire évoluer la masse monétaire
dans une promesse raisonnable de ce que sera la croissance de l'économie. Autrement dit, la monnaie doit être un reflet de ce qu'est la valeur ajoutée créée par l'économie. Avec le Bitcoin, on a quand même une expérience assez pure et parfaite. Vous avez quelques pages publiées sur Internet, vous avez un usage qui se développe autour de cette technologie, et sans aucune intervention extérieure, vous avez une masse qui circule et qui se mesure autour de 5 milliards de dollars, et ça en quelques années. Donc on a un très joli cas, très innovant en matière économique, dans lequel on a une masse monétaire qui est vraiment la création pure et parfaite que les usagers en ont. Ouais. Enfin, ce sera une réflexion. Après, on parlait des technologies parce qu'il y a encore beaucoup de choses à évoquer, bien entendu, de la sécurité parce que on se pose aussi beaucoup de questions. Mais vous m'enlèverez pas de l'idée que toutes nos sociétés, dans pratiquement partout dans le monde, on fonctionne autour d'une monnaie physique et du coup, tout fonctionne sur cette base. Alors, en créant des monnaies virtuelles, ça veut dire et en dématérialisant finalement cet argent, ça veut dire qu'on est en train de vivre une révolution et ce rapport avec l'argent est en train de fondamentalement nous changer, nous, non? Bah, ça fait un bout de temps qu'on dématérialise. Oui, mais des assignats. Jusqu'à présent, on est toujours, j'ai 1 euro, je dépense 1 euro. Oui, avec cette, on espère en tout cas. Avec cette différence que si vous avez un billet de 10 euros, que d'ailleurs les gens veulent voir disparaître ce cash, vous avez vraiment 10 euros. Si vous avez 100 euros sur votre compte en banque, vous pensez avoir 100 euros. En réalité, vous avez une créance de 100 euros sur une société commerciale qui est une banque. Donc cet argent est déjà dématérialisé. Au contraire, le Bitcoin a ce caractère de monnaie-valeur qu'alors. Une monnaie-valeur, ça veut dire que vous la possédez vraiment. Quand vous regardez votre compte en banque, vous avez une créance sur la banque. Quand vous regardez votre frigidaire, vous n'avez pas une créance sur les bouteilles de bière qui sont à l'intérieur. Elles sont bien à vous. Bah voilà qui est dit, au moins c'est clair. On va marquer une rapide pause, là, ça arrive, et on va revenir dans un instant parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire sur ces nouveaux moyens de paiement. On va parler de technologie, on va parler de révolution, on va parler de nouveaux acteurs, on va aussi parler du consommateur. Est-ce qu'il est à l'aise, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il n'a pas peur? On marque une pause, on revient dans un instant. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France, placé sous le signe de l'innovation aujourd'hui, de ce qui nous attend dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est prêt là, tout ce qui nous attend comme nouveaux moyens de paiement. Quels sont-ils? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Yves Rossi, qui est le président fondateur de Canton Consulting, et de Jacques Favier, qui est membre fondateur et secrétaire du Cercle du Coin. Tout à l'heure, on parlait de la monnaie virtuelle juste avant la pause. Le JDN, qui est le journal du Net, a publié récemment une étude qui était intéressante sur cette monnaie, le Bitcoin, monnaie du futur. Eh bien, 9% des Néerlandais sont d'accord, 13% des Belges le pensent, 22% des Français, et curieusement, 45% des Turcs pensent que c'est la monnaie du futur. Voilà, c'était pour préciser ça. Jean-Yves Rossi, la dernière fois que nous sommes vus, c'était quelques jours après le PIC, c'est le paiement, innovation, commerce, une manifestation que vous organisez régulièrement et qui permet de faire le point sur les nouveautés et aussi leur acceptabilité de la part des consommateurs. On parlait la dernière fois de révolution. J'ai un peu le sentiment que chaque fois que j'ai le plaisir de vous rencontrer dans cette émission, Jean-Yves Rossi, il y a une nouvelle révolution. C'est le cas ? Ça avance tout le temps, ça évolue tout le temps. Ça bouge à toute allure, oui. Nos pics, ce sont des conférences que nous organisons tous les trimestres pour réunir 3 mondes. Ce sont des manifestations strictement professionnelles. On en trouve le programme sur conférence-pic.com. On réunit le monde du paiement, donc les acteurs traditionnels que sont les banques, les nouveaux acteurs. On réunit le monde du commerce, c'est-à-dire des consommateurs, des commerçants, du e-commerce, du commerce physique, et de l'innovation. Et on a 2 temps qui sont assez classiques de type table ronde dans lesquels on défriche des nouveaux sujets. On avait parlé de la nouvelle réglementation communautaire, on a parlé de paiement et privacy, la protection des données personnelles. Là, on y reviendra sans doute, on a présenté, c'est d'ailleurs assez extraordinaire, on a présenté le jeudi la nouvelle norme que prépare le World Wide Web Consortium, et c'est ce qui a fait la une le lendemain aux États-Unis dans la manifestation annuelle de Google, avec exactement la même présentation. On a pu avoir un jour à l'avance à Paris la présentation de ce qui était fait par Google le lendemain. Donc on a vraiment une tendance qui est extrêmement forte tous azimuts, avec une convergence aujourd'hui qui est déterminante, qui va vraiment bouleverser la donne. C'est que toutes ces innovations trouvent le moyen de s'ordonner dans des standards mondiaux
qui vont faire du paiement, mais aussi de la fidélité, mais aussi de tout ce qui tourne autour du paiement, avec aussi bien l'utilisation des monnaies virtuelles, d'en faire des standards, des normes mondiales, qui sont véhiculés par le web. Et comme on a tous des smartphones d'une marque ou d'une autre, et que sur ces smartphones, on a des navigateurs qui permettent d'aller sur Internet, eh bien, demain, c'est-à-dire dans quelques semaines, il y a déjà des démonstrations qui ont eu lieu, on va pouvoir envoyer un paiement de navigateur à navigateur au travers des smartphones qu'on a tous dans la poche. Voilà, en utilisant notamment l'empreinte, le capteur d'empreinte digitale qu'on trouve de plus en plus. C'est intéressant ce que vous dites avec ces normes, parce qu'on a le sentiment, je vois par exemple, la Banque Postale lance le paiement par reconnaissance vocale, là, dans quelques jours, paraît-il. Apple Pay sera disponible cet été. Google qui sort effectivement un moyen de paiement avec avec un smartphone à condition d'avoir Chrome comme navigateur. On pouvait se dire qu'au bout d'un moment, ça devenait compliqué pour le consommateur. Et là, maintenant, cette norme qui finalement a été annoncée à Paris va permettre de pouvoir utiliser toutes ces solutions-là pour une même finalité, un paiement sécurisé. Cette norme, c'est surtout une démarche de normalisation. Il va y avoir un ensemble de normes. On va pas faire de technique, c'est ce qu'on appelle des API, c'est des petits bouts de programmes informatiques qui sont très simples finalement, mais qui permettent de jouer chacune des étapes du paiement. Ce que vous venez de décrire, Michel, c'est l'identification. C'est l'étape par laquelle on va donner son consentement au paiement, on va dire je paye, et on va prouver que c'est bien Michel Picot, Jacques Favier, Jean-Yves Rossi qui paye. Ouais. Et là, on peut utiliser de la biométrie, que ce soit l'empreinte digitale, que ce soit la voix. Et ce qui va être tout à fait déterminant, c'est ce qu'on appelle, Jacques me pardonnera, c'est pas du bon français, la user experience, le plaisir qu'a le consommateur, la confiance qu'il peut avoir dans l'outil. Vous évoquez les projets qui cheminent d'une banque française en matière de reconnaissance vocale. En février dernier, sur la baie de San Francisco, il y avait une expérimentation en cours. Je sais pas si on a le droit. Oui, on est à BFM, on peut prononcer les noms de marques. Allez, allons-y. Voilà. Alors, c'est une. N'abusons pas, mais allons-y. Voilà. C'est une marque qui est un peu connue. Ça s'appelle Google. L'expérimentation qu'ils ont lancée dans quelques commerces, c'est qu'on rentre dans le commerce, on fait ses achats, on va à la caisse, on ne sort même pas son téléphone, on prononce juste les mots magiques "je paye avec Google" et le paiement est fait. Ah oui. Donc, ça, c'est une vraie user experience. Ouais. Et donc, vous avez, en fait, au travers du téléphone, alors en même temps, ça fait un peu peur, vous avez un traçage permanent où vous êtes géolocalisé. La boutique peut également vérifier quel est le téléphone à proximité. Il peut y avoir des échanges que l'on ne connaît pas avec tout ce qu'il faut de technologie pour sécuriser ça. On sait que c'est bien la personne, elle est bien dans ce magasin. La personne a flashé ce qu'elle a acheté, et donc l'achat est fait de manière quasiment magique. Ouais. Voilà, c'est tout ça qui va arriver parce que les API vont permettre à tous les marchands de faire copier-coller de programmes qui vont être des programmes libres, offerts sur Internet. Ça va pouvoir être implémenté sur les sites, à l'intérieur des magasins physiques. Autrement dit, comme le web l'a déjà fait dans le domaine de la radio, dans le domaine de la musique, dans le domaine tous les domaines, il va y avoir un formidable bouleversement. Il n'empêche qu'en France encore, par exemple, pour prendre un ticket de transport en commun, on pourrait utiliser, et la technologie existe, puisque pour les Parisiens, vous passez une carte magnétique, enfin même pas magnétique, sans contact, et le tourniquet passe. On pourrait pas avec un téléphone mobile faire la même chose. J'ai le sentiment que on me promet ce paiement par mobile depuis longtemps. Les technologies existent et qu'on ne le fait pas. Quel est le point de blocage? Les Français, les consommateurs, le groupement des cartes bancaires, les banques? Comment vous analysez ça? Parce qu'on va voir qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent avec la technologie. Jacques Favier? Oui, les banques portent certainement une part de responsabilité parce qu'elles gèrent beaucoup en silo, gardant leurs clients un petit peu dans leur filet. Ce qui est frappant quand on fait des transactions dans des monnaies virtuelles comme le Bitcoin, c'est de voir que quelle que soit l'application dont je me sers et celle dont vous vous servez, qu'elle vous ait été vendue par telle ou telle, c'est parfaitement interopérable. Aujourd'hui, il y a une expérience bouleversante qui est de demander à son banquier d'envoyer 10 € à sa filiale belge. Ça a beau être l'euro, ça a beau être l'IBAN, ça a beau être une filiale de la maison, il faut quand même 3 jours et quelques frais. Donc oui, c'est un peu de monde.
Ouais. Mais Michel, vous demandez qu'est-ce qui bloque. On imagine bien que toutes les fois où il y a des changements et des révolutions, il y a de multiples causes de blocage. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui débloque. Et il y a deux éléments qui sont en train de transformer, de catalyser cette transformation. Le premier, je l'ai dit, c'est la norme. C'est qu'à partir du moment où vous avez une norme qui est gratuite, qui est accessible, et là, le calendrier est lancé, les travaux ont démarré en 2014, c'était d'ailleurs à Paris, le premier atelier du W3C a eu lieu à Paris, donc il faut... Ce ne sont pas des choses qui ne viennent que des États-Unis. Il faut que les entreprises européennes s'y impliquent, et avec cette norme, il va y avoir le même cadre technique pour l'ensemble des acteurs. Vous évoquiez les billets. Il n'y a pas si longtemps, on a une revue dans laquelle on recense toutes les innovations. On avait un peu fustigé le fait que pour payer à Paris le rechargement du pass Navigo, vous aviez un outil qui était diffusé par la SNCF, un outil qui était diffusé par la RATP. C'était deux outils différents, alors que c'est le même pass Navigo. Donc la norme est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le droit, et en matière de paiement, c'est le droit communautaire. C'est ce qui va protéger les consommateurs, ce qui va leur garantir que s'il y a le moindre problème, leur responsabilité est limitée. C'est ça qui crée la confiance. Et la conjonction entre un droit européen qui favorise l'innovation et cette technologie avec une norme mondiale détermine à court terme une révolution complète. Voilà. Et il y a un secteur qui pourrait s'inquiéter, excusez-moi. On parle des nouveaux entrants, les Google, les Apple, qui ont aujourd'hui des solutions technologiques avec normées et donc qui vont être utilisées assez rapidement. Il y a Orange qui devrait lancer Orange Bank, on sait pas très bien, mais on imagine qu'il va y avoir beaucoup de technologies. Et je me dis, et si Apple et Google proposaient aussi des services bancaires, c'est quand même une sacrée révolution pour le secteur bancaire tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'on vit là, j'ai l'impression. Écoutez, au pic, il y avait il y a quelques jours, il y avait le président du groupe de travail qui, à un moment donné, a fait une remarque qui a dû faire froid dans le dos à un certain nombre d'acteurs. Il évoquait justement les solutions d'Apple Pay, dans lequel Apple concentre tout un tas de paiements entre un consommateur et un commerçant, et puis des paiements qui ensuite partent vers les banques. Et il faisait tout bêtement la remarque que aujourd'hui le système accumule un nombre considérable de transactions et opère chacune de ces transactions. Et si un jour, Apple ne faisait le transfert que du net de ce qui est dû à chaque banque? Là, on voit bien qu'il basculerait de l'autre côté, il ferait une activité bancaire. Et il s'en priverait peut-être, je crois pas, hein. S'il faisait ça en tout cas, il rentrerait dans un univers d'activité bancaire et il serait donc soumis à la supervision des autorités qui contrôlent les banques, c'est-à-dire en Europe le système européen des banques centrales. Je ne suis pas sûr que c'est une perspective qui enthousiasmerait Apple. Ouais. Il nous reste une minute, un peu plus d'une minute. J'aimerais savoir, je vais vous poser la même question à vous deux. Jacques Favier, avec vous. Pour concernant l'évolution de la monnaie virtuelle, c'est quoi le calendrier? Quelle est votre vision de l'évolution? Ça va très vite, hein, quand même. Ça va pas si vite que ça. Je voyais le rapport de Morgan qui disait qu'on avait 2 ans d'époque où les banques allaient s'amuser sur des proof of concept, etc. Moi, je pense qu'à terme, je suis incapable de vous dire à quel terme, le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin doit servir de monnaie de réserve sur Internet, de monnaie pivot des échanges sur Internet, mais de quels échanges? Des échanges de choses qui ressembleront elles-mêmes au Bitcoin. Autour de la blockchain du Bitcoin, on voit d'autres initiatives pour échanger d'autres choses que de la valeur, échanger des informations, échanger des preuves, échanger des attestations. Il y a un développement extraordinaire d'idées, et le Bitcoin, par la solidité de sa blockchain, se trouve d'ores et déjà placé au centre de ce nouvel espace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont nous surprendre certainement. Dans les prochaines années. Même question, Jean-Yves aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué dans tous ces évolutions technologiques, dans ces nouveaux moyens de paiement? Qu'est-ce qui nous attend ou qui vous a surpris, vous, déjà, en tant qu'expert? C'est qu'il faut se dépêcher d'investir pour apprendre et pour comprendre. C'est une transformation très en profondeur. Il y a une autre chose qui est très impressionnante et qui va déterminer un changement très profond, c'est l'accroissement de la fraude. Et face à l'accroissement de la fraude, il faut vraiment rentrer dans des nouvelles technologies.
tout ce qu'a dit Jacques sur ces monnaies virtuelles est fondé sur des implémentations remarquables de techniques de cryptologie. Donc, sur tout ça, il faut se former, il faut se préparer, il faut apprendre des nouvelles règles, des nouvelles technologies, un nouveau rapport au paiement. Et c'est vraiment maintenant. Et un nouveau rapport avec l'argent aussi, d'une manière générale, parce qu'on a l'habitude effectivement de toucher ces liquidités. Merci beaucoup pour cet éclairage. Jean-Yves Rossi, président fondateur de Canton Consulting, et Jacques Favier, qui est membre fondateur et secrétaire du Cercle du Coin. Dans un instant, encore des nouveautés, mais cette fois-ci pour les programmes de fidélité. D'ailleurs, blockchain, ça va pas être très loin, parce que je pense qu'on doit pouvoir aussi